Je voudrais, en préambule de cette seconde journée de colloque, remercier très chaleureusement les organisateurs qui nous ont accueillis hier au Collège des Bernardins et aujourd'hui à l'ICP. Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance au père Frédéric Louzeau qui m'a fait l'amitié de m'inviter à rejoindre cette aventure du séminaire de recherche autour et avec le professeur Bruno Latour. Bruno, recevez ici toute ma gratitude pour votre formidable énergie et votre humour pétillant, votre témoignage aussi d'un engagement résolu pour le dialogue, un brin provocateur et qui sait créer autour de vous une belle dynamique de recherche interdisciplinaire où les théologiens ont leur place. Merci infiniment. Cette contribution va modestement tenter de se situer dans le dialogue auquel nous sommes invités, Gaïa face à la théologie ou la théologie face à Gaïa, à partir de mon travail de recherche sur la dynamique du bien commun. Une dynamique pensée dans la tradition chrétienne comme visée structurante de l'agir en société et qu'il convient de relire à la lumière des déplacements proposés par l'encyclique Laudato Si du pape François. Cette encyclique, cher Bruno, vous la qualifiez d'heureuse surprise, au moment où vous étiez sans espoir. Quant à votre conviction, je vous cite, dans Face à Gaïa, page 368, « Le cosmos n'a pas besoin qu'on y étale la gloire de Dieu. Il a besoin, au contraire, que la religion, en se limitant, apprenne à conspirer avec les sciences et la politique pour redonner un sens à la notion de limite. » La dynamique et l'originalité de cette encyclique reposent sur l'invention d'une figure que nombre de commentateurs ont soulignée et que vous avez magnifiquement analysée ici même lors d'un précédent colloque, la figure de la clameur ou du cri de la terre et des pauvres indéfectiblement liés. Je cite le pape François au numéro 49 de Laudato Si. Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Si cette figure nouvelle d'une terre qui gémit sous l'action des humains est si originale, c'est parce qu'elle est mêlée dans la cyclique de façon indissoluble au cri des pauvres. Il s'agit là d'une innovation prophétique par laquelle un pape fait advenir une figure nouvelle qui décale l'ancien thème de la nature, partagé par l'écologisme aussi bien que par ses ennemis, pour en faire le nouvel objet de l'attention des chrétiens. La mère, sœur, clameur de la terre et des pauvres. Afin de mieux saisir ce nouvel objet de l'attention des chrétiens que vous pointez, Bruno, je vous propose un itinéraire en 3 temps. Entrer dans la réception de la notion de bien commun chez le père Gaston Fessard comme un mouvement dynamique, une genèse dans l'histoire. Il s'agit d'une manière située et modeste de reprendre la tradition chrétienne en prenant en compte les 2 points aveugles de son usage du concept de bien commun. Un ancrage défaillant dans l'histoire des libertés qui s'affrontent dans le temps, nous dirions avec vous, Bruno, de manière plus précise dans la géohistoire, et un style qui ose prendre à bras le corps la notion d'ami et ennemi, hostes, hostis. Dans un 2e temps, reformuler cette dynamique du bien commun pourtant de nouveaux régimes climatiques. La terre se meut et s'émeut. Clameur de la terre, clameur des pauvres qui invite à reprendre le mouvement de l'hospitalité de Jésus de Nazareth comme style messianique et eschatologique pour sortir de l'insensibilité construite qui caractérise une vie hors sol et hors limite. Enfin, tenter d'ouvrir un nouveau chantier pour la co-responsabilité de la visée dynamique d'un bien commun à partir de cette visée d'une hospitalité originaire qui permet à tous les acteurs
d'entrer dans ce parlement des choses et de surmonter ce que vous qualifiez, Bruno, de crise générale de l'engendrement. Cette contribution à notre colloque me conduit donc à une réinterprétation de cette genèse du bien commun, selon le père Fessard, dans notre contexte de nouveau régime climatique et en dialogue avec la proposition du pape François de renouer avec la valeur propre des éléments du créé qui composent notre maison commune dans la perspective ouverte par l'encyclique Laudato Si d'un dialogue critique et prospectif favorisant l'émergence de motivations pour une conversion écologique intégrale. Regardons donc dans un premier moment cette dynamique du bien commun que je voudrais requalifier comme retrouver la géohistoire et ses luttes amis-ennemis. La visée du bien commun comme principe créateur et élément conservateur de la société humaine, selon la formule du pape Léon XIII, auteur de la première encyclique sociale en 1891, Rerum Novarum, est une affirmation continue dans la tradition de l'Église. Plongeant ses racines dans la philosophie grecque, reprise par saint Augustin, systématisée par saint Thomas, cette notion permet à la pensée sociale de l'Église d'affirmer à la fois le caractère téléologique de sa vision du social en tant que visée du bien et son passage par la quête du commun au sein de visions historiques conflictuelles. Maintenir présent au cœur des antinomies qui divisent les consciences cet appel d'un ouvert qui puisse transcender les intérêts à court terme et faire désirer l'unité de degré supérieur comme tension vers un universel concret est la tâche d'une pensée du bien commun dont nous voudrions réévaluer la pertinence dans le contexte contemporain de crise écologique, mieux nommé pour certains de passage à l'âge de l'Anthropocène, ère géologique de l'activité humaine, ou encore bascule dans un nouveau régime climatique, selon votre terminologie, Bruno. Cette notion de crise est donc sujette au questionnement. Retenons simplement ici qu'elle focalise notre attention sur l'urgence d'une prise en compte conséquente d'enjeux écologiques décisifs pour la vie sociale, économique et politique. Ce moment a été analysé dans un texte publié en 2015 par le Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France comme Kairos, moment opportun, paradoxale irruption dans le temps qui passe d'un temps qui ne passe pas. Kairos au sein même du chronos, où un imaginaire ancien de la vie bonne s'épuise de manière tragique et appelle à l'invention d'autres formes. Serons-nous capables d'inventer une autre forme de développement et de dresser un autre imaginaire de la vie bonne? Pour prendre la mesure de ces défis environnementaux, nombre de penseurs renouent avec le vocable du bien commun, décliné au pluriel. Les biens communs sont ces éléments constitutifs de notre cosmos comme l'eau, l'air, la terre, qui ne peuvent être appropriés par quelques-uns et dont l'usage doit être régulé au service de tous. Pour certains, il convient même d'aller plus loin et de concentrer les efforts d'imagination sociale pour renouer avec la tradition des communs et faire de ce temps du tragique une occasion de renouveau ou révolution du XXIe siècle. Dans cette dynamique, l'invitation du professeur Bruno Latour à inventer un parlement des choses souligne cette nécessité de retrouver un monde commun, un sens du commun, en apprenant à représenter différemment le territoire auquel on appartient, en visualisant les interactions des différentes puissances d'agir, sans commettre l'erreur de croire possible de prendre en compte de tels intérêts, eau, air, bassin versant, sans un humain qui en incarne, en personnifie, en autorise, en représente les intérêts. Cette plurivocité de l'usage contemporain du terme bien commun m'invite à une reprise de cette notion clé à la lumière d'un théologien et philosophe jésuite, le père Gaston Fessard.
Une lecture à partir de l'approche de Gaston Fessard permet, me semble-t-il, après avoir brièvement exposé sa pensée du bien commun comme double passage hiérarchisé du fait au droit par appel de la valeur, de reformuler les trois visées articulées de cette dynamique du bien commun selon le nouvel imaginaire social qu'appelle ce temps d'éveil à une nouvelle conscience écologique et que je propose de penser comme lien social et écologique ou hospitalité originaire. Ce schéma va nous permettre d'entrer dans cette dynamique. Tout pose question dans cette notion de bien commun. La décliner comme une dynamique de genèse ou d'engendrement du commun, à la suite de Gaston Fessard, permet de jeter une lumière plus dense sur la profondeur de champ proposée par l'enseignement social. Chez le père Fessard, l'analyse du bien commun se déploie dans une mise au jour des finalités de la vie sociale à travers le jeu des catégories et des éléments constitutifs du bien commun. Dans une perspective analogique, il montre que, de même que le jeu relationnel qui préside à la constitution de la vie sociale, politique et économique passe par la reconnaissance d'une force à l'origine du processus d'organisation sociale, cette force de fait, qui est à gauche du schéma, cette force de fait doit toujours consentir à une régulation par le droit pour demeurer conforme à son idéal et répondre à l'appel qui la légitime et la fonde, cet appel de la valeur. Donc la valeur est mise en image dans ce schéma à travers la flèche jaune qui à la fois est à l'origine de la dynamique, de son mouvement dynamique, de cette genèse du commun, et en même temps la visée du commun. Cette structure de la vie sociale, qui est toujours passage dynamique du fait au droit, donc ce cercle horizontal, qui n'est pas un cercle vicieux mais une spirale, dans la mesure où le passage n'est jamais interrompu entre fait et droit, par la dynamique d'appel de la valeur, est un double passage hiérarchisé et nécessaire qui assure qu'au fil des luttes pour mieux être, le bien commun visé puisse advenir. Ce double passage fait droit par appel de la valeur mis en évidence dans la relation d'autorité peut être interrompu à chaque étape et dérivé en mal commun. Tel est le prix de la liberté pour chacun comme pour l'organisation sociale. Celle-ci est définie par notre auteur comme ordre social établi en un temps et en un lieu donné, qui subit nécessairement les assauts de cette force comprise comme puissance créatrice en vue de l'ordre à établir. Par une sorte d'autocritique, l'organisation sociale s'oriente ainsi vers le bien commun quand elle consent à cet assaut de la force-violence pour y accueillir l'élan de cette vie nouvelle. Renoncer à l'égoïsme du soi pour s'ouvrir ainsi à une unité de degré supérieur qui est consentement au lien suppose, pour chacun comme pour tous, d'avoir perçu, même un instant, la béatitude que porte cet appel, l'unicité de chaque vie et la visée d'un rôle à remplir au service de tous. Cet appel doit être médiatisé par des passeurs dont la modalité d'être ou style consiste à reconnaître que ce qui est dit est en même temps entendu au plus intime de chacun, se l'entendre dire à soi-même et être convaincu par une démesure à la mesure de chacun. Ce mouvement du renoncer-consentir est le mouvement du devenir personne, dessaisissement de soi au profit de quiconque, dont Jésus de Nazareth a inauguré le règne dans le monde. Hospitalité originaire au tout venant qui ouvre l'avenir autrement. Ce double passage peut alors être précisé selon les éléments et catégories du bien commun. Pour nous aider à entrer dans une réinterprétation pour aujourd'hui de cette dynamique de genèse ou d'engendrement, je propose de reprendre la définition déployée par le père Fessard dans un texte de 1942
Collaboration et résistance au pouvoir du prince esclave, inédit, publié par le père Frédéric Louzeau en 2009. Gaston Fessard y prend position, en tant que directeur de conscience, sur la question qui divise les citoyens, pour ou contre la résistance au gouvernement de Vichy, et plus largement à la prise de pouvoir du national-socialisme en Europe. Pour ce faire, il retravaille le discernement social à partir de son cœur, la visée du bien commun. Reprenons, si vous voulez, la proposition de notre auteur. Une proposition et une définition de ce mouvement dynamique à partir des 3 finalités articulées de la vie sociale. Je le cite. Le bien commun d'une société politique, État ou nation, comprend 3 éléments essentiels. À la base, l'existence et la sécurité du peuple, d'où résulte l'unité et la cohésion de la société, et qui permettent dans la coexistence paisible des membres les échanges essentiels à la vie du groupe. Dans un deuxième temps, l'ordre de droit, constitué par l'ensemble des règles juridiques et institutions, destinées à étendre et à faire croître les échanges sociaux, d'où résulte pour tous et chacun des membres leur développement harmonieux. Cet ordre de droit lui-même subsiste et ne grandit que sous l'influence d'une notion de justice et grâce à l'impulsion et au contrôle d'une autorité. Enfin, au sommet du bien commun, la valeur ou idéal qui, raison d'être du lien social et des êtres qu'il unit, comprend les valeurs universelles, humaines et divines qu'un peuple veut réaliser et incarner, vers lesquelles, du moins, il entend progresser. Cet idéal où une nation rassemble ses raisons de vivre se représente concrètement aux yeux de ses membres en général comme la vocation ou mission historique de leur communauté, en particulier comme la cause pour laquelle existence et sécurité peuvent et même doivent être risquées. Existence et sécurité, ordre de droit et justice, valeurs et mission historique. C'est ainsi que désormais, pour faire bref, et en nous référant à cette analyse fondamentale, nous désignerons ces 3 éléments essentiels du bien commun. Dans cette présentation de Gaston Fessard, les 3 éléments ou finalités du bien commun repérons les mouvements de double passage qui sont mis en évidence. Le bien commun supérieur compris comme valeur ou mission historique, vocation de la communauté d'existence et la raison d'être du lien social et des êtres qu'elle unit. Le principe originaire et ultime qui appelle chacun à la communion dans des valeurs universelles, humaines et divines. Cette finalité ultime de la vie sociale ne peut être atteinte en vérité que par le consentement à poursuivre d'abord la visée d'un bien commun élémentaire ou inférieur comme socle d'existence et de sécurité garanti pour tous. Ce bien commun socle, enraciné dans la matérialité de nos existences soumises au manque et aux besoins élémentaires, souligne avec puissance combien la dynamique d'advenue du bien commun dans l'histoire est une tension dialectique permanente. Tension entre idéal historique pour lequel nous serions prêts à renoncer à ce bien commun inférieur et légitimité de cet enracinement qui assure les échanges essentiels à la vie du groupe. Cette tension indépassable à l'horizon de l'histoire entre bien de la communauté qu'il nous faut préserver et répartir, et cet idéal de communion qui appelle à l'examen permanent de nos motivations, suppose le passage constant par des crans d'arrêt, d'un ordre de droit orienté par la vertu de justice. C'est le rôle dévolu à l'autorité médiatrice du bien commun que d'impulser et de favoriser ce double passage. À partir du socle d'un bien commun de fait, les efforts de cohésion sociale à consentir par chaque membre
assure le vivre ensemble dans la paix par la reconnaissance de la participation de chacun à l'œuvre commune. Il s'agit ainsi d'étendre et de faire croître les échanges sociaux par l'harmonisation d'un ordre de droit. Ce premier passage est toujours soumis au risque de sclérose sur un ordre établi, alors que sa vocation est de répondre toujours mieux à l'appel de la valeur que tous entendent incarner. Cet effort d'ouverture à la création d'un nouvel ordre à établir, plus juste que l'ancien, est la dynamique propre de cette jeunesse permanente de l'ordre social. Tentons maintenant de la reformuler pour ce temps de nouveau régime climatique. Regardons comment le fait du nouveau régime climatique vient réengager un effort de conversion des mentalités et de renouveau des structures institutionnelles pour garder ouvert ce mouvement de genèse qui advient si et seulement si nous ne restons pas prisonniers de telle ou telle étape et entrons dans le double passage du fait au droit par appel de la valeur. Selon cette visée, il convient d'explorer non seulement le socle de fait qui enracine la dynamique dans le réel, mais plus encore de travailler à une reformulation du bien commun supérieur, cime du bien commun, valeur, ou idéal pour tant de crises écologiques, auxquelles nous sommes appelés à consentir. Un changement de paradigme de notre relation au monde est nécessaire. Un nouveau regard sur ce qui est là, donné, en attente de relèvement. Il est pertinent de penser que nos comportements sont le fruit complexe de nos représentations sociales qui elles-mêmes reposent sur des conceptions culturelles du rapport homme-nature liées in fine aux convictions qui nous portent. Il devient alors urgent de retrouver et d'écouter l'appel jailli du sein de la vie même pour un style d'être au monde qui envisage la terre qui nous porte et l'altérité qui nous convoque à une réception hospitalière. Cette manière d'être et d'agir, qualifiée d'hospitalité, présente à mes yeux un triple avantage. Elle qualifie les relations à la terre qui nous porte d'abord sous la modalité d'un conflit à surmonter. Le caractère hospitalier ou inhospitalier de l'environnement souligne le paradoxe inclus dans le terme même. Les relations entre hostis, qui signifie ennemi, étranger, et hospes, hôte, sont attestées dans nos langues et institutions indo-européennes. L'étrangeté du monde et de l'autre sont l'expérience primordiale qu'il nous faut surmonter, personnellement et collectivement, pour entrer dans une relation d'hospitalité. Les lois de l'hospitalité régulent alors cette démesure d'une vie infiniment vulnérable et paradoxalement en attente de réception créatrice. Il devient alors possible, par la régulation collective, ordre de droit dans la justice et sous l'impulsion d'une autorité légitime, de percevoir la mobilisation créatrice qu'introduit dans notre agir toujours conditionné cette perception originaire et toujours nouvelle d'être hôte, habitant d'une maison commune où nous sommes reçus avant même de pouvoir recevoir et prendre part. Maison commune où chacun, chaque élément du créé, avec sa valeur propre, est partie prenante de ces relations d'interdépendance mutuelle. La quête d'une hospitalité élémentaire, mise à jour par ce nouvel imaginaire social, donne à voir et à vivre dans le concret des questions environnementales cet appel de la valeur à laquelle nous pouvons communier in fine parce qu'il est déjà à l'œuvre au plus intime de nous-mêmes. En effet, chacun de nous porte au plus intime l'empreinte d'une hospitalité, source de vie. Avoir été hôte, reçu dans le sein maternel, accueilli entre des bras aimants, fait signe et appel à la réception créatrice de ce style théologal, y compris dans les blessures d'un amour défaillant.
Cette structure d'écoute et d'appel engage pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre à devenir, chacun pour sa part et en fonction de son équation sociale, acteur de cette hospitalité originaire au service des générations futures. Cette manière d'être en hospitalité avec soi-même, les autres, le cosmos, le tout autre, requalifie alors la vie comme heureuse nouvelle. La vie, dans la pluralité de son déploiement complexe, signe d'une bonté originaire. Terminons en regardant comment nous pourrions entrer dans ce nouvel engendrement. Nous avons souligné avec Gaston Fessard combien la visée du bien commun est la quête incessante dans la vie des sociétés humaines d'une organisation sociale qui permettent à tous les membres de vouloir et promouvoir ce double passage fait droit par appel de la valeur. En reformulant la visée du bien commun supérieur comme hospitalité originaire, nous proposons une vision de notre vocation et mission historique accessible à tous les degrés des communautés humaines, du plus infime au plus large de la vie sociale, des familles aux nations, aux instances internationales, en passant par les acteurs de la vie économique, entreprises, associations, sociétés civiles. Chaque communauté peut décliner à son compte et en restant ouverte au bien commun de l'ensemble, la genèse d'un bien commun partiel, mais non partial, à partir de la déclinaison propre et située de cet idéal d'hospitalité originaire. Le point décisif d'unification des visions partielles est de demeurer soucieuse, d'inscrire dans la partialité des points de vue le double passage fait droit par appel de la valeur, qui permet de quitter ses intérêts à court terme pour rester ouvert et impliqué dans le processus commun. C'est dans ce mouvement de renoncement, consentement que s'expérimente la transition toujours risquée d'un ordre établi vers un nouvel ordre à établir, plus juste que l'ancien, mais encore en devenir. Ce nouvel ordre hospitalier se noue au sein des conflits d'interprétation lorsque la tension entre le bien commun socle et le bien commun supérieur est prise à bras-le-corps, tant personnellement que collectivement, par une instance médiatrice. Celle-ci engage sa vie au nom de cet ordre de droit à faire advenir, afin de limiter la violence prédatrice et de poser les régulations nouvelles. Accepter les bouleversements du connu vers cet inconnu exige une claire vision de la mission historique de notre génération et une adhésion de fond à cet appel du plus intime qui nous requiert. Se l'entendre dire du plus profond de soi-même est la condition sine qua non pour que cette intolérable d'une inhospitalité devienne ma conviction et la cause pour laquelle je suis prêt à engager ma vie. Nul ne pose cet acte de liberté à la place de l'autre, mais chacun peut être enjoint de participer à l'œuvre commune par l'écoute de cet appel au cœur de l'être relationnel qu'il ne cesse de devenir toujours davantage. Cet engagement résolu au service d'une hospitalité originaire, nul ne peut le décréter pour un autre. Nous pouvons cependant espérer que l'écran d'arrêt posé dans une visée d'ordre de droit plus juste en termes de contraintes écologiques et garanti par une autorité internationale pourra interdire tout retour en arrière en deçà de ce seuil d'hospitalité à partir duquel nul ne peut plus prétendre demeurer de bonne foi. Les luttes d'intérêt et d'influence freinent cette genèse et font peser sur les institutions internationales en charge des dossiers environnementaux un terrible doute quant à leur capacité à maintenir la visée de ce bien commun mondial. Cette faiblesse récurrente des organes internationaux avait été très lucidement identifiée par le père Fessard face aux atermoiements de la Société des Nations et réitérée par l'encyclique Laudato Si. Je cite le pape François.
La situation actuelle du monde engendre un sentiment de précarité et d'insécurité qui, à son tour, nourrit des formes d'égoïsme collectif. Quand les personnes deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien commun n'existe pas non plus. Et pourtant rien, affirmait le père Fessard, de ce qui a été entrevu même un instant. Cet appel d'un bien supérieur reformulé ici comme hospitalité originaire ne pourra être perdu. Car ce germe vivant, c'est l'espérance qui demeure en tous ceux qui cherchent à s'élever au-dessus des luttes immédiates. Espérance d'une vocation à l'hospitalité plantée au cœur de l'homme. Et ni les manques, ni les impasses, ni les intérêts à court terme, ni les compromissions, rien ne pourra détruire cet éclair. Je cite le père Fessard, même en ceux qui ont perdu l'espoir. Le vide de la déception est une preuve qu'une place est à prendre. Et si une nouvelle guerre venait à secouer plus rudement que la précédente notre monde, est-il besoin d'être prophète pour prédire que de l'immensité même des mots renaîtrait plus vive et plus exigeante cette foi et cette espérance en une unité organique des peuples. La source vive de cette hospitalité originaire jaillit du chemin de dessaisissement de soi au bénéfice de quiconque ouvert par Jésus de Nazareth. Son style hospitalier affirme à la fois la solidarité originaire au sein du cosmos créé et le processus d'hospitalité auquel chacun est invité pour répondre à sa vocation de fils et de frère. Participer de la même création et y déployer le double mouvement de l'hospitalité, recevoir et être reçu, redonne à l'étrangeté de cette zone critique, tantôt hospitalière, tantôt inhospitalière, tout son rôle d'éveil au don et à la gratuité. Sur ce socle, devenir fils et frère, fille et sœur, invite aujourd'hui à innover dans l'ordre d'une plus grande justice écologique, car les plus vulnérables sont les premiers touchés par nos attitudes prédatrices. Clameur de la terre et clameur des pauvres, indéfectiblement liés, est la figure de cette nouvelle condition d'existence. Choisir de devenir un hôte conséquent envers et contre toute la logique d'appropriation utilitariste qui obscurcit notre discernement peut être un choix crucifiant. Il est avant tout un choix libre que nul ne prendra à notre place, né du plus ajusté de notre être. Si l'amour dans la vérité est cette force extraordinaire qui nous pousse à nous engager pour la justice et pour la paix, ce nouveau régime climatique d'une terre qui se meut et s'émeut invite à entrer dans cette dynamique du bien commun à partir de notre vocation à l'hospitalité. Le pape François nous y exhorte et en déploie les linéaments à partir de cette très haute vocation théologale de chaque personne humaine, appelée à déployer sa dignité inaliénable d'enfant de Dieu. Cependant, tout n'est pas perdu parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu'on leur impose. Ils sont capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût et d'initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté. Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs humains. Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. Merci.
Merci Dominique Coatena-Néa pour cet itinéraire en compagnie de Gaston Fessard. Je retiens que nous sommes reçus avant même de pouvoir recevoir, ce qui joue sur cette notion d'hôte qui veut dire à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et donc il ne faut jamais oublier que pour recevoir aussi, nous avons été reçus. Nous avons quelques minutes pour des questions. Un micro devrait passer dans la salle. Nous pourrons toujours réserver les questions après la conférence de Jean-Louis Soulty. Que je cherche du regard, que j'invite... Ah, Anne, pardon, excusez-moi. Oui, merci pour cet exposé. J'avais une question sur un terme que vous avez repris plusieurs fois, parce qu'il semble qu'aujourd'hui, notre civilisation occidentale en particulier se complaît dans un certain confort individualiste, évidemment, et matérialiste. Et donc, vous avez parlé de à quoi sommes-nous prêts à engager notre vie. Alors, est-ce que finalement, il y a des ressorts sur lesquels nos concitoyens et nous-mêmes pouvons nous décider d'engager notre vie? Merci de revenir sur cette question qui est effectivement celle des médiateurs. Hein. Quelles sont les motivations toute la prise de conscience, pourrions-nous dire, qui est celle de l'ensemble du mouvement œcuménique, parce que je crois que Laudato Si, c'est la pointe que j'ai soulignée tout à l'heure, mais la question de la prise en compte de la question environnementale au sein des confessions chrétiennes est beaucoup plus longue et elle a été portée d'un point de vue œcuménique autour de quelles sont les motivations qui peuvent être générées à partir des convictions de foi. Et donc, du coup, à partir, bien évidemment, d'un réexamen critique de ce que nous n'avons pas vu dans nos écritures, de ce que nous n'avons pas entendu. Pas encore entendu, parce qu'au fond, la question de la relecture est toujours une question d'interprétation. Nous relisons nos textes fondateurs à partir des questions qui nous habitent. Et du coup, la question climatique qui est portée depuis... par le mouvement œcuménique depuis les années 60-70, est une question qui invite à ce travail de réinterprétation, donc de retour critique sur ce que nous n'avons pas perçu. Et hier, Émilie insistait sur la figure de Saint François, qui effectivement est une figure de la tradition chrétienne, qui pour une part, la tradition franciscaine, était demeurée pour les franciscains eux-mêmes, d'ailleurs, hein, je fais partie de la chaire Jean Baster, et un des grands combats de Jean Baster a été justement d'essayer d'écrire à l'ensemble des frères franciscains en leur disant « Mais que faites-vous de cette tradition ? Comment se fait-il que cette tradition franciscaine ne soit pas beaucoup plus travaillée alors que nous sommes confrontés à cette question d'un retour à une compréhension du choix d'un usage sobre des biens de la terre ?» Donc, de fait, oui, le cycle qui est enclenché dans la dynamique de Laudato Si, c'est réexaminer les convictions de foi sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour motiver un agir conséquent entre le fond et la forme. Et vous avez raison de dire que l'enjeu, il est bien celui-là. Comment, au cœur même d'une religion dont le credo est, je crois, en un Dieu créateur du ciel et de la terre, réactiver ses convictions de foi peut être une source vive de cette aventure de l'hospitalité et de cette aventure du réexamen des motivations pour agir. Parce que de fait, il y a là, on pourrait dire, une force qui permet de reprendre courage. Un des enjeux aussi, vous le disiez vous-même, je crois que vous travaillez dans une association, l'enjeu c'est de
aussi petite, aussi humble que soit notre engagement et le travail que nous avons accompli avec l'équipe du séminaire, qui est celui, je vois Anne-Sophie qui est juste à côté de moi, qui est celui de travailler sur des terrains, de reprendre à partir des communautés chrétiennes et dans les paroisses une compréhension de qu'est-ce que c'est que cette vie enracinée dans un territoire, de la mettre en dialogue avec ces convictions de foi qui nous portent et qui peut-être ont on pourrait dire, une activité à mettre en œuvre de façon beaucoup plus forte, par un maillage, par un réseau, par un travail local, et qui en même temps s'oriente vers cette visée dont j'ai essayé de tracer les lignes d'une hospitalité. Devenir hôte de tous ces éléments du créé nous permet peut-être de réengager cette aventure en termes de motivation de l'action. Mais en effet, la dynamique conviction de foi, motivation et décision pour agir, c'est une dynamique effectivement décisive pour l'engagement. Merci. Une brève question. Non, juste une remarque. Je crois qu'il ne faudrait tout de même pas évacuer les questions de conflictualité politique entre des groupes qui ne sont pas du tout d'accord pour être sur le bien commun, y compris sur le groupe politique et économique, et même parmi des chrétiens d'ailleurs. Donc ça veut dire aussi le fait de coopérer avec d'autres groupes et aussi de l'action politique et de prendre position sur, pas simplement au niveau de l'ONU, mais aussi au niveau des États, sur les actions qui sont menées. Ce travail de collaboration et de partenariat est effectivement absolument décisif, oui, bien sûr. Merci Dominique pour ton intervention. Moi j'ai une question au propos de la valeur. Et parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un terme, une notion, je ne sais pas si c'est un concept, très large et fluctuant. Et par exemple, quand les États-Unis se sont retirés des accords de Paris, c'est au nom de la valeur, mais la valeur égale dollar. Donc voilà, comment ce mot valeur peut fédérer et retrouver un accord sur lequel s'entendre pour qu'il y ait une vraie dynamique? Je l'ai reformulé comme hospitalité originaire. En fait, on peut le reformuler aussi comme dynamique de la charité. Puisque, in fine, cette dynamique du bien commun, elle est portée par Dieu comme amour. Donc en fait, la dynamique qui consiste à reformuler l'horizon à la fois qui nous porte et vers lequel nous allons comme hospitalité originaire, permet de ne pas mettre d'abord en évidence des valeurs sur lesquelles nous allons nous opposer, mais un horizon commun sur lequel nous pourrions nous accorder, et qui est aussi le socle sur lequel nous pouvons nous poser. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, reformuler cet engagement dans les éléments de la dynamique à partir de ceux qui la portent et ceux qui la convoquent, comme hospitalité, c'est une manière de redonner pour aujourd'hui à cette terminologie de la valeur qui est effectivement extrêmement piégée, une consistance beaucoup plus concrète. Pour respecter les temps, laissez la parole au prochain conférencier. Merci. Alors, merci pour votre exposé. Moi, j'ai une question. Vous parliez, vous disiez que cette dynamique d'engendrement du bien commun peut permettre de faire face au découragement actuel que l'on peut avoir par rapport à ce nouveau régime climatique. La question que j'ai, c'est que ça permet d'engendrer effectivement des engagements individuels qui sont tout à fait positifs.
Mais le découragement demeure, notamment par rapport à tout ce qui se passe au niveau des institutions nationales ou internationales. Et je voudrais simplement donner comme exemple l'ampleur des lobbies, par exemple, au niveau de l'Europe, qui continuent donc à faire prendre des décisions qui vont tout à fait à l'encontre de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui par rapport aux problèmes climatiques. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser ça, l'aspect individuel et l'aspect plus collectif? Parce que finalement, ce que fait chaque individu, les petites gouttes du colibri, etc., c'est bien, mais on a l'impression que ça ne va pas permettre de changer les choses de façon révolutionnaire, alors qu'il faudrait le faire, quoi. De fait, vous avez raison, les réseaux communautaires, le travail collectif, le travail associatif, j'ai parlé tout à l'heure de la société civile, il me semble qu'il y a beaucoup d'expérimentations, beaucoup de lieux en transition, beaucoup de dynamiques qui se mettent en œuvre et qui sont les lieux d'expérimentation. Je crois en effet, vous avez tout à fait raison, que les expérimentations communautaires permettent, en diffusant de façon très large, de faire progressivement prendre en compte, du côté du lobbying politique aussi, les enjeux. Et de fait, vous avez tout à fait raison, les enjeux communautaires sont les vecteurs qui permettent d'entrer dans cette dynamique. Merci Dominique.